Allez. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio. Encore, je suis en train de me remettre. Tu fais ton truc. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio santé et aussi dans le studio étudiant pour parler de vie étudiante mais aussi de métiers autour de la santé. Aujourd'hui on se retrouve avec Pierre. Je suis chirurgien orthopédiste au CHU de Bordeaux, Pellegrin. Pierre, est-ce que tu es content de participer à cette interview? Je suis content, je suis ravi. Quel a été ton parcours professionnel pour devenir chirurgien? J'ai fait 6 années à la faculté de médecine, puis ensuite 5 années d'internat de chirurgie. Et enfin 2 années de clinica. En parallèle, j'ai également passé un Master 1 puis un Master 2 en épidémiologie, puisque lorsque l'on réalise un parcours universitaire, il faut à la fois faire des études de santé et aussi des études de sciences pour valider un parcours universitaire. Donc aujourd'hui tu es au CHU de Bordeaux, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est un centre hospitalier universitaire, donc tu es vraiment rattaché à la faculté. Est-ce que tu as participé à des études cliniques? Est-ce que tu as fait des recherches? Tu as publié des choses? Alors, au CHU, la faculté est au centre de tout. Des études, oui, on en fait en grand nombre, plusieurs par an. Et bien sûr, nous faisons des études qui sont transversales, qui touchent à l'orthopédie, mais également à la radiologie, à la rhumatologie, parfois des études même fondamentales, et puis bien sûr des études biomécaniques, qui est un peu le pendant universitaire de l'orthopédie. Cependant, là aussi, la recherche, je tiens à le préciser tout de même, n'est pas la chasse gardée de l'hôpital public. Il y a de l'activité de recherche également dans le privé. Les grands noms de la chirurgie orthopédique dans le privé sont des gens qui ont beaucoup publié et ont publié des articles extrêmement importants pour la chirurgie française et la chirurgie même mondiale. Est-ce que tu as voyagé pour justement rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux chirurgiens? Oui, bien sûr. C'est un aspect très important de notre métier. Particulièrement en orthopédie, on est très encouragé à ça. On a une société qui s'appelle la Sofcot, la Société Française d'Orthopédie, qui nous finance même pour faire ces voyages et qui nous y encourage. Et moi personnellement, j'encourage mes élèves aussi à voyager parce que c'est culturellement intéressant déjà de découvrir d'autres pays à travers son métier, de découvrir d'autres chirurgiens orthopédistes qui n'exercent pas de la même manière que nous Français. Ça donne une ouverture d'esprit, ça donne aussi un relationship international qui est intéressant, ça nous sort de notre quotidien. Puis au-delà de ça, ça nous permet aussi de revenir en France avec d'autres idées. Moi j'ai personnellement été aux États-Unis, à la Mayo Clinic à Rochester, qui est une grande enseigne américaine qui sont parmi les leaders mondiaux dans la santé. J'ai également voyagé à Nouméa, en interchus, c'était une autre expérience, mais c'était fantastique. J'y ai trouvé des gens absolument géniaux. Et plus récemment, j'ai été à Saint Monica, en Belgique, qui est une formidable clinique qui marche très bien. Là, vu qu'on a des étudiants qui nous regardent, on a aussi des professionnels de santé, je le sais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, par exemple, voudrait commencer la médecine et pourquoi pas se spécialiser par la suite en chirurgie orthopédique? Je dirais de foncer. Non, c'est vrai, souvent on prêche pour sa paroisse, mais moi je connais quand même peu de chirurgiens orthopédistes qui regrettent d'avoir fait ce métier. C'est un métier formidable, c'est un métier qui est très dynamique, c'est aussi une chirurgie qui marche. La chirurgie orthopédique, c'est une chirurgie qui justement est très stimulante, où on obtient de bons résultats, on rend un service vraiment palpable. Le patient est douloureux, il ne l'est plus, le patient ne marchait plus, il remarche, le patient a une fracture qui menace son pronostic fonctionnel, il ne va plus pouvoir sortir de chez lui, on le répare, il remarche, il sort de chez lui, il reprend son travail, il reprend ses activités sportives. C'est vraiment une chirurgie satisfaisante. Et quelles sont justement les qualités pour devenir chirurgien? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme prérequis? Je pense qu'il faut pas raisonner trop comme ça. Trop raisonner avec des prérequis parce que les prérequis à 20 ans quand on s'engage en médecine vont être largement modifiés par votre expérience personnelle. Vous allez voir des patients, vous allez aller en stage, vous allez apprendre des choses, vous allez vous révéler aussi sur certains points, mais la réalité sera très différente de l'image que vous en avez. Et donc ne vous dites pas ça c'est pas fait pour moi. Moi personnellement je ne pensais absolument pas faire chirurgie jusqu'au dernier moment. Je pensais faire une toute autre spécialité médicale et finalement je suis très heureux là où je suis. Les prérequis ça repose souvent sur des préjugés de la spécialité. Ça c'est valable pour la chirurgie orthopédique, mais aussi pour d'autres professions médicales ou encore paramédicales. Pas se fier aux préjugés de la société et vous faire votre il faut se méfier du portrait robot, du parfait interne en chirurgie orthopédique ou du portrait robot du parfait étudiant en médecine. L'étudiant en médecine, c'est une personnalité qui va évoluer dans le temps. Il a le droit d'être immature, il va
il va grandir, il va changer. L'interne, c'est pareil, il peut au début être immature et évoluer dans le temps. Fixer la personne à un âge et lui dire à cet âge-là, tu n'es pas capable d'être chirurgien ou d'être médecin tout court, c'est faire une grave erreur parce que souvent ces gens-là ont un potentiel évolutif et il faut le prendre en compte. Et vous-même, lorsque vous ne pensez pas capable de faire une spécialité ou de faire médecine tout court, je pense qu'il faut d'abord se confronter à la chose et voir si on est vraiment capable ou pas de le faire, parce qu'on peut être surpris et très agréablement surpris même. Je voulais voir avec toi un petit peu quel est ton rapport par rapport au contexte du bloc opératoire. Qu'est-ce que pour toi cela représente aujourd'hui et qu'est-ce que pour toi cela a représenté au début? Le bloc opératoire, c'est un monde très fermé. Pour y accéder, il y a un certain nombre de passes et n'y accèdent en finale que les infirmières habilitées à y aller, c'est-à-dire les infirmières de bloc, les IBOD, les anesthésistes ensuite, leurs infirmières, le chirurgien orthopédiste. Je n'avais pas vraiment d'image du bloc opératoire. Je sais que quand j'y étais, la première fois, je suis tombé dans les pommes surtout. J'avais une peur du sang, c'est un milieu très aseptisé où il faut se préparer pour rentrer dedans, il faut mettre un masque, il faut mettre un certain nombre d'habits. Au début, je ne m'effrayais pas, mais c'était un monde totalement nouveau. Là aujourd'hui, actuellement, tu peux te dire, là c'est bon, je rentre en salle d'opération, ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, là il n'y a pas de souci, je me pose pas trop la question en effet. Tu vas plus tomber dans les pommes. Non, je vais plus tomber dans les pommes. Mais tu sais, ça c'est pareil. Ouais. Pourquoi un étudiant va tomber dans les pommes? Il tombe dans les pommes parce qu'il comprend pas la situation, il voit du sang, il se demande si ce sang va s'arrêter de couler, si on va pouvoir refermer le patient. Parfois c'est vrai que c'est impressionnant, mais bien sûr que le patient va se refermer, bien sûr que le sang va arrêter de couler, mais ça au début, tout est source d'angoisse parce qu'on se demande bien comment ça va finir. Et puis bon, après on prend un peu de la bouteille, on devient un vieux étudiant en médecine, puis ensuite un interne, puis après c'est nous qui sommes aux manettes et on n'a jamais vu un chirurgien tomber dans les pommes parce qu'il y avait trop de sang, parce qu'une fois qu'on a pris la responsabilité du geste, c'est terminé. Quelle a été du coup ta vie étudiante au sein de ces années qui ont précédé ma vie étudiante est très certainement très différente de celle des étudiants qui nous regardent, parce que moi j'avais pas le Covid, il n'y avait pas toutes ces angoisses autour de ce virus. Et donc ma vie étudiante, elle a été d'abord rythmée par une première année très studieuse, puis ensuite une deuxième, troisième année très festive, où la faculté était un peu... la faculté était le hobby et la sortie était très importante. et ensuite, la 4e, 5e, 6e année sont des années qui sont consacrées quand même à la préparation du concours national, qui va conditionner le choix de notre spécialité. On peut devenir médecin généraliste comme spécialiste en chirurgie orthopédique ou en urologie ou en cardiologie. Est-ce que toi tu as bien vécu ton internat? Oui, j'ai bien vécu. Alors moi j'ai eu un internat qui était caricatural, c'est-à-dire qu'au début ça a été très dur. Et ensuite j'ai trouvé ma voie, comme beaucoup, hein. J'ai trouvé ma voie et je m'y suis épanoui. Soit on la trouve dès le début, il y a des chanceux. Hein. Moi ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que moi j'ai voulu faire médecine, et puis après, bon, je savais pas trop. Et j'ai passé un peu de temps sans trop savoir, puis la chirurgie orthopédique a été vraiment une chirurgie qui m'a particulièrement plu et dans laquelle j'ai pu m'épanouir et pu réaliser mes objectifs jusqu'à maintenant faire une carrière universitaire, faire de la recherche là-dedans, y passer beaucoup de temps. Est-ce que tu as vu ou vécu déjà des situations où des collègues qui auraient pu avoir des difficultés psychologiques ou alors dépressives au sein de leur internat? Moi personnellement, je l'ai pas vécu comme ça, mon internat bien sûr, j'ai vécu un internat relativement épanouissant, mais j'ai connu c'est des gens qui ont eu de grandes difficultés durant leur internat. Je peux dire que j'en ai vu, de près. Le suicide des jeunes internes, c'est un phénomène qui est extrêmement grave. Et c'est très compliqué parce que la facilité serait de dire qu'ils ont une hiérarchie qui est très agressive et c'est la raison pour laquelle ils se mettent en burn-out voire qu'ils se suicident. Or les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est multifactoriel, c'est lié déjà à des études qui sont très longues, des gens qui ont des objectifs qu'ils ont fait mûrir, auxquels ils s'attachent. Et donc la possibilité d'un échec entraîne une source de stress importante. Mais c'est des sujets qui sont très complexes. Et c'est quelque chose de très sérieux. Je sais que moi j'ai été avec des patrons qui étaient très attentifs à cela. Et je pense que c'est par le dialogue et justement par un compagnonnage très rapproché de tous nos collègues comme ça qu'on peut déceler des moments de fatigue, déceler des difficultés et plus facilement leur venir en aide. Ouais. Je sais que dans ma communauté, il y a quand même beaucoup de professionnels paramédicaux qui nous regardent. Avec qui un chirurgien orthopédiste travaille?
Il travaille avec une galaxie d'autres spécialistes. Il y a des grosses planètes, des petites planètes, des satellites. Dans le milieu médical, déjà, pour commencer, il travaille beaucoup avec les médecins traitants, les médecins du sport, maintenant. Ce à quoi doivent s'ajouter, bien sûr, les kinésithérapeutes, qui vont être là en amont, souvent, qui vont faire leurs soins de kinésithérapie, qui parfois vont devoir être complétés par une chirurgie. Et en aval, avec bien sûr tous les soins de kinésithérapie nécessaires en post-opératoire. C'est celui qui conditionne la réussite de notre chirurgie, il est très important et il est important d'avoir un bon relationnel avec eux. Pour ce qui est des autres spécialités, il y a des spécialités qui me viennent en tête qui sont très importantes. Et il y a l'ergo, bien sûr les ergos, qui vont nous faire des merveilles avec des immobilisations totalement adaptées aux patients et qui vont justement, ce n'est pas que de l'immobilisation l'ergo, c'est surtout des attelles amovibles ou des attelles dynamiques qui vont permettre justement de maintenir un mouvement dans une zone sécurisée ou de refaire fonctionner uniquement certaines structures plutôt que d'autres. Enfin, c'est un travail extrêmement important et on les fait intervenir souvent dans des situations très compliquées. Ensuite, bien sûr, il y a nos collègues ostéopathes qui sont de très sérieux collaborateurs en post-opératoire et en préopératoire. Et puis après, il y a des spécialistes d'organes, enfin de zones. Typiquement le pied, donc avec nos collègues podologues qui ont une place fondamentale. C'est vraiment quelque chose de très spécifique, mais tu en parleras mieux que moi, toi. On prévient les affections avant les opérations. On a aussi un rôle de diagnostic, rediriger les patients vers les professionnels compétents, en l'occurrence les chirurgiens, quand on estime que c'est logique et qu'il y a une répercussion fonctionnelle après pour les patients. Après, ça passe par le biais de divers traitements, les semelles orthopédiques, ça peut être les orthoplasties, ça peut être les onychoplasties, les orthonixies, on a plein d'armes dans notre arsenal. On collabore vraiment avec tout ce qui est chirurgie orthopédique, lié forcément aux pieds mais aussi aux genoux, au niveau de la hanche aussi. Les chirurgiens sont notre allié, je ne veux pas dire majeur, mais un grand allié. Oui, j'imagine. Mais toutes ces spécialités sont indispensables et travaillent ensemble. Cette collaboration, activité médecine libérale, activité libérale comme la kinésithérapie, doit être accélérée pour justement permettre une meilleure communication et une meilleure prise en charge globale du patient au bloc opératoire et en dehors. Et il y a un dernier point, c'est les infirmières libérales. Les infirmières libérales, alors les infirmières dans le service bien entendu, bon ça c'est évident, tous les patients qui sont passés dans le service et dans le service d'orthopédie ont bien compris que le service d'orthopédie ne tenait que par ces infirmières de service. Les infirmières libérales sont aussi considérables, ont pris une place considérable parce qu'on développe de plus en plus l'ambulatoire. Le Covid n'a fait qu'accélérer ça. Le Covid et justement la crise sociale actuelle liée à la pénurie d'infirmières dans les structures hospitalières et les cliniques, ça a augmenté la part d'ambulatoire. Et qui dit augmentation de la part d'ambulatoire dit augmentation des soins à domicile. Et donc il y a énormément de soins post-opératoires qui sont réalisés par les infirmières. Ces soins sont capitaux, c'est d'un bon nursing, ce qu'on appelle un bon nursing, c'est la réalisation de soins infirmiers quotidiens, va assurer une plaie qui cicatrise bien, une absence d'infection post-opératoire. Enfin, ça va prévenir l'infection post-opératoire parce que bon, parfois c'est pas que lié à ça, mais en tout cas elle saura ensuite informer aussi le chirurgien d'une mauvaise évolution, c'est capital. Donc les infirmières libérales, on vous oublie pas. Ah non, bien sûr. Donc pour finir cet entretien, je voulais aussi te demander si tu avais des anecdotes au sein de ta carrière professionnelle, dans tes activités cliniques, tes opérations, que tu aimerais nous raconter. Des anecdotes, on en a plein, et finalement c'est marrant parce que quand on les vit, on se dit qu'on les oubliera jamais, puis elles nous marquent, mais elles rejoignent la liste des autres anecdotes. Et quand on nous demande une anecdote précise, on a des difficultés à répondre. Pourtant, j'en ai vécu un paquet déjà. Moi, celle qui me vient à l'esprit, vu qu'on est à la période de Noël, c'est lors de l'une de mes premières gardes de chef de clinique au CHU de Toulouse, où j'avais réceptionné lors du réveillon de Noël une patiente qui avait été percutée en voiture, qui était tombée dans un ravin avec son mari et ses 2 enfants. Le mari était dans un état grave et les 2 enfants étaient en réanimation. Et elle avait des fractures ouvertes, donc avec les 2 os, les 2 fémurs qui sortaient à la peau, un fracas de la jambe droite ouvert, dont on l'avait informé que c'était pas certain qu'on puisse lui garder la jambe, et puis des fractures sur le reste du corps. On l'avait opéré pendant 9 heures. On lui avait refait la totalité de ses fractures et cette patiente finalement a fait preuve d'un panache incroyable, d'une volonté de faire. Elle ne s'est jamais plainte alors qu'elle avait quand même ses 2 enfants en réanimation, enfin des soucis bien sûr que je ne mesure même pas tellement.
c'est un drame. Et elle a toujours montré de la positivité, elle a toujours été très positive, elle y a cru jusqu'au bout et finalement, son membre qui était très blessé s'est progressivement cicatrisé, l'os a consolidé, ça a mis en tout bien 8 mois, 8-9 mois pour que tout consolide. Ses enfants sont sortis bien sûr de neuroréanimation sans séquelles et son mari avait été opéré et s'en est très bien sorti. Et cette dame là, maintenant elle remarche. Bon, elle me dit qu'elle refait du sport, j'ai peine à le croire, mais en tout cas elle a une activité qui est normale, elle a repris son activité professionnelle, c'est des gens qui ont repris leur vie à peu près comme avant. Un patient polytraumatisé reste un patient polytraumatisé, il a des cicatrices partout, il a eu des greffes de peau, c'est vrai que c'est un peu des survivants, mais c'est quand même une satisfaction totale, on en parlait il y a pas longtemps, que ces gens qui ont vécu des drames absolus ou qui peuvent même être associés au décès du conjoint, enfin des situations dramatiques, puissent quand même grâce à la chirurgie qu'on va leur réaliser, se réintégrer à la société, avoir de nouveaux projets, remarcher, reprendre leur travail, j'allais dire comme avant, non pas comme avant parce qu'il y a un avant-après, mais presque comme avant. Et cette dame, en l'occurrence, je lui enlève le matériel que je lui ai posé la semaine prochaine. Donc je lui enlève le matériel puisque au bout de 2 ans, elle a complètement consolidé, ça la gêne. Elle remarche, elle a envie qu'on lui retire le matériel, donc je lui retire le matériel la semaine prochaine à Bordeaux, parce qu'elle m'a suivi, bien sûr, j'avais opéré à Toulouse, mais ce type de patients, une fois qu'on les a opérés, on les a opérés bien sûr plusieurs fois, nous suivent, c'est un peu des patients pour la vie. Elle arrivait à être prévenante avec les gens, alors qu'elle était dans une situation de fragilité extrême. Mais ces patients-là qui ont un véritable fight spirit sont des gens qui s'en sortent mieux que les autres. Hein. C'est vrai, hein, ça je l'ai remarqué, les gens qui ont qui sont très positifs, très optimistes, qui ont cet esprit de combat. Peut-être que dans la vie ça marche aussi, hein, mais en tout cas à l'hôpital et dans des contextes de traumatisme importants, ça marche. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci Pierre de m'avoir reçu. Merci à toi. Voilà, c'était super intéressant. J'espère que ça vous aura appris des choses aussi et suscité quelques vocations pour certains. Tous les liens vers ces réseaux sociaux seront dans la description de la vidéo et les miens aussi. Voilà, pour pas changer. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en lien avec la santé et la vie étudiante. Donc merci Pierre et je vous dis à très bientôt. À bientôt.